Un millionnaire sort avec sa maîtresse, se sentant intouchable. Soudain, sa femme enceinte entre dans le restaurant. Le choc le paralyse, alors que l'imprévu se déroule devant lui. Un moment qui changera sa vie à jamais. Les lustres en cristal du jardin étoilé projetaient une lueur chaleureuse sur le costume parfaitement coupé d'Yves Saint-Laurent de Lucas Dubois, alors qu'il se penchait pour remplir à nouveau le verre de vin de Camille. Ses doigts délicats effleurèrent les siens, alors qu'elle acceptait le geste avec un sourire rodé, celui qui avait orné d'innombrables couvertures de magazines. La musique d'ambiance du restaurant offrait une toile de fond subtile à leur dîner intime, bien que Lucas y prête à peine attention. Son esprit était ailleurs, absorbé par les rapports trimestriels qu'il devait examiner avant la réunion du conseil d'administration du lendemain. « Lucas, mon chéri, tu m'écoutes ?» La voix de Camille, teintée d'une légère irritation, le ramena au moment présent. Ses boucles d'oreilles en émeraude captèrent la lumière alors qu'elle penchait la tête, l'observant avec cette évaluation perspicace qui avait fait d'elle l'une des meilleures agentes immobilières de Paris. « Bien sûr », mentit-il avec aisance, ajustant ses boutons de manchette en platine, une habitude nerveuse qu'il avait développée au fil des années de négociations commerciales à haut risque. La vérité était qu'il n'avait pas entendu un mot de ce qu'elle avait dit ces 5 dernières minutes. La fusion avec BNP Paribas s'avérait plus compliquée que prévu, et ses pensées revenaient sans cesse à la pile de contrats attendant sa signature. Camille entama une autre histoire sur sa dernière annonce immobilière de luxe, mais l'attention de Lucas s'était déjà égarée. Ses yeux parcoururent l'intérieur élégant du restaurant, prenant note des murs couleur crème ornés d'œuvres d'art originales, des banquettes intimes remplies de l'élite parisienne et des serveurs impeccablement habillés qui se faufilaient entre les tables avec une grâce rodée. C'est alors qu'il la vit. Le monde sembla basculer sur son axe alors que son regard se posait sur une silhouette familière portant un plateau de flûte à champagne. Ses cheveux sombres étaient tirés en un chignon simple, si différent des longues vagues dans lesquelles il se souvenait avoir passé ses doigts. L'uniforme noir qu'elle portait n'avait rien à voir avec les robes de créateurs qui remplissaient autrefois leur placard commun. Mais ce qui lui coupa complètement le souffle, c'était la courbe indéniable de son ventre sous le tablier. Élodie, sa femme. La flûte à champagne lui glissa des doigts, se brisant contre la table. Camille sursauta, son histoire interrompue en plein milieu, mais Lucas s'en aperçut à peine. Il ne pouvait détacher son regard d'Élodie, qui ne l'avait pas encore repéré, alors qu'elle servait des boissons à une table voisine avec efficacité. « Lucas, qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix de Camille semblait venir de très loin. Le bruit d'ambiance du restaurant s'estompa en un grondement sourd dans ses oreilles, alors que des souvenirs inondaient son esprit. Leur jour de mariage, il y a 5 ans, la façon dont les yeux d'Élodie plissaient quand elle riait, la dernière dispute qui s'était terminée par son départ de leur pentouse 6 mois plus tôt. Sans un mot d'explication à Camille, Lucas se leva de sa chaise. Ses jambes semblaient chanceler alors qu'il traversait la salle du restaurant, se faufilant entre les tables avec une détermination sans faille. Élodie se détourna de la table qu'elle venait de servir, et leurs regards se croisèrent dans la salle bondée. Il vit la reconnaissance traverser son visage, suivi immédiatement par quelque chose qui lui serra la poitrine. Une fermeture totale de ses émotions, comme si des volets d'acier s'étaient abattus derrière ses yeux. Elle tourna brusquement, les talons se dirigeant vers la cuisine, mais Lucas accéléra le pas. « Élodie » appela-t-il la voix rauque. Elle s'arrêta, son dos se raidissant, mais ne se retourna pas. Les autres clients commençaient à regarder, mais Lucas s'en moquait. Tout son monde s'était réduit à cet instant, à la femme devant lui qui avait autrefois été le centre de son univers. « Élodie » répéta-t-il plus doucement cette fois alors qu'il l'atteignait. Elle se retourna enfin pour lui faire face, son expression soigneusement neutre, bien qu'il puisse voir le léger tremblement de ses mains alors qu'elle serrait son plateau de service. « Qu'est-ce que tu veux, Lucas ?» Sa voix était froide, professionnelle, la voix d'une inconnue. De près, il pouvait voir les cernes sous ses yeux, partiellement dissimulées par du maquillage, et la légère pâleur de sa peau que le maquillage ne pouvait cacher. « Tu es... » fit-il, désignant impuissant son ventre, incapable de formuler les mots. « Enceinte ?» termina-t-elle pour lui, son ton assez tranchant pour couper. « Et en quoi cela te regarde-t-il » La question le frappa comme un coup physique. À travers le chaos de ses pensées, une réalité devint claire comme du cristal.
Élodie, sa femme, la femme qu'il avait promis d'aimer et de protéger, était enceinte et travaillait comme serveuse dans l'un des restaurants les plus chers de Paris. Les implications de ce que cela signifiait concernant sa situation, concernant ses échecs, menaçaient de l'accabler. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix les interrompit. « Y a-t-il un problème ici ?» Le gérant du restaurant était apparu aux côtés d'Élodie, son expression à la fois inquiète et ferme. « Aucun problème », répondit rapidement Élodie sur un ton professionnel. Monsieur Dubois était sur le point de partir. Elle insista légèrement sur son nom et il perçut l'éclair de reconnaissance dans les yeux du gérant. Après tout, le visage de Lucas Dubois avait été suffisamment présent dans les magazines financiers cette année pour être facilement reconnaissable. Lucas ouvrit la bouche pour protester, mais Élodie s'était déjà détournée, disparaissant par les portes de la cuisine. Il resta là, figé, tandis que l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir l'envahissait. Derrière lui, il entendait Camille l'appeler, sentait les regards des autres clients, mais rien de tout cela n'avait d'importance. La seule chose qui comptait, c'était l'image désormais gravée dans son esprit. Élodie, enceinte, travaillant comme serveuse. Et la question dévastatrice qui suivait, qu'avait-il fait? Le trajet de retour vers son penthouse fut un flou. Lucas remarqua à peine qu'il renvoyait son chauffeur ou qu'il prenait l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Ses pas résonnèrent dans l'immense espace vide lorsqu'il entra chez lui, un espace qui avait autrefois été rempli du rire, de la chaleur et de la présence d'Élodie. Il desserra sa cravate, se sentant comme étouffé. La baie vitrée offrait une vue spectaculaire sur la skyline du Marais, mais ce soir, les lumières scintillantes semblaient se moquer de lui. Combien de nuits avait-il passé tard au bureau, contemplant des vues similaires depuis son bureau, tandis que son mariage s'effritait à la maison. Lucas se retrouva debout devant la porte fermée de ce qui avait été leur chambre commune. Il n'y était pas entré depuis le départ d'Élodie, préférant dormir dans l'une des chambres d'amis. Avec des doigts tremblants, il tourna la poignée. La pièce était exactement comme elle l'avait laissée 6 mois plus tôt. Le léger parfum de son parfum flottait encore dans l'air, ou peut-être n'était-ce que son imagination. Ses yeux furent attirés par les photographies sur la commode, leur jour de mariage, leur lune de miel aux Seychelles, des moments de bonheur saisis à la volée. Il prit un cadre, passant son pouce sur la vitre. Sur la photo, Élodie riait, de quelque chose hors champ, la tête rejetée en arrière dans une joie pure. Il se souvint avoir pris cette photo lors de leur voyage à Paris pour leur 3e anniversaire. « Quand tout cela a-t-il déraillé ?» murmura-t-il à la pièce vide. La réponse vint d'elle-même, les souvenirs remontant avec une clarté douloureuse. Ce n'avait pas été un moment dramatique, mais 1000 petits instants. Des dîners manqués qui s'étaient transformés en semaines perdues. Des conversations devenues plus courtes, plus expéditives. La façon dont son sourire s'était peu à peu effacé, remplacé par une résignation silencieuse qu'il avait été trop occupé pour remarquer. Il se souvint de leur dernière vraie conversation, la nuit avant son départ. Il était rentré tard une fois de plus, la trouvant dans la cuisine. Les restes de ce qui avait dû être un dîner élaboré étaient depuis longtemps froids. « J'ai obtenu le partenariat », avait-il annoncé fièrement, s'attendant à ce qu'elle partage son enthousiasme. Au lieu de cela, elle l'avait regardé avec des larmes dans les yeux. « Tu sais ce qu'était aujourd'hui » avait-elle demandé doucement. Il ne savait pas. Il avait parcouru son téléphone, essayant de trouver ce qu'il avait manqué. Un anniversaire? Une date importante? Aujourd'hui devait être le jour où nous commencions à essayer d'avoir un bébé, avait dit Élodie, la voix brisée. Nous en avions parlé il y a des mois. Tu avais promis de prendre du temps, que nous nous concentrerions sur la construction de notre famille. J'ai attendu toute la journée que tu appelles, que tu montres un signe que tu t'en souvenais. Le souvenir de ces mots lui transperçait maintenant la poitrine comme des couteaux. Il avait balayé ses inquiétudes ce soir-là, parlant d'un meilleur timing, de l'importance d'assurer d'abord leur avenir financier. Il avait cru être pratique, responsable. Il n'avait pas compris qu'il brisait son cœur. Le lendemain matin, elle était partie. Un mot sur le plan de travail de la cuisine disait simplement « Je ne peux plus attendre que tu te souviennes que j'existe ». Lucas posa la photo avec des mains tremblantes. Maintenant, 6 mois plus tard, elle était enceinte. Le timing signifiait qu'elle devait déjà attendre un enfant quand elle était partie. Le savait-elle?
Avait-elle essayé de lui dire pour qu'il l'ignore, trop absorbé par sa prochaine réunion ou son prochain deal? Son téléphone vibra. Camille, appelant pour la 5e fois depuis qu'il l'avait laissé au restaurant. Il l'éteignit sans répondre. À la place, il se dirigea vers son bureau à domicile, alluma son ordinateur et commença à chercher. Cela prit des heures, mais il finit par trouver ce qu'il cherchait. Élodie avait déménagé dans un petit appartement à Montreuil. Elle avait pris un emploi dans un restaurant il y a 3 mois. Avant cela, elle avait travaillé dans un café. L'idée qu'elle enchaîne 2 emplois de service tout en étant enceinte le rendait physiquement malade. Son curseur survola sa nouvelle adresse. Ce serait si simple d'y aller, d'exiger des réponses, d'essayer de tout réparer, avec de l'argent et de l'influence, comme il réglait tous ses autres problèmes. Mais le regard dans ses yeux au restaurant l'arrêta. Ce mur soigneusement construit d'indifférence lui en disait plus que des mots. Elle ne voulait plus de lui dans sa vie. Pourtant, l'image d'elle travaillant de longues heures, portant des plateaux lourds, chassa toutes les autres pensées. Elle était toujours sa femme, légalement du moins, et quoi qu'il en soit, elle portait un enfant, peut-être le sien. Cette pensée lui envoya une décharge dans tout le corps. Lucas ouvrit son application bancaire et fixa l'écran un long moment. Puis, avec des frappes décidées, il organisa un virement anonyme sur le compte d'Élodie, assez pour couvrir les frais médicaux de la grossesse et bien plus. Ce n'était pas une question d'acheter son retour dans sa vie, se dit-il. C'était pour s'assurer qu'elle et le bébé soient pris en charge. Alors que la confirmation du virement s'affichait, il s'adossa à sa chaise et ferma les yeux. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Lucas Dubois, l'homme qui avait construit un empire grâce à un contrôle et des calculs minutieux, ne savait pas quoi faire ensuite. Mais une chose était certaine, il ne pouvait pas partir. Pas cette fois. Les premières lueurs de l'aube commençaient à strier le ciel quand il quitta enfin son bureau. Il avait une réunion du conseil dans 3 heures, et au-delà, une vie d'erreur a commencé à corriger. Si Élodie lui permettrait de refaire partie de sa vie restait à voir, mais il savait avec une certitude absolue qu'il devait essayer. Les mains d'Élodie tremblaient en fixant le solde de son compte bancaire sur l'écran de son téléphone. Les chiffres n'avaient aucun sens. Il devait y avoir une erreur. La somme apparue du jour au lendemain représentait plus d'argent qu'elle n'en gagnerait en 1 an au restaurant. Son premier réflexe fut d'appeler la banque, mais elle vit alors la note de transaction. Soutien aux soins médicaux. Elle savait exactement qui se cachait derrière cela. Les nausées matinales qui la tourmentaient depuis des mois choisirent ce moment pour revenir en force. Elle eut à peine le temps d'atteindre la salle de bain. Assise sur le sol froid en carrelage, elle pressa ses mains contre son ventre gonflé, sentant les mouvements doux du bébé. « Nous n'avons pas besoin de son argent », murmura-t-elle, mais même en prononçant ces mots, elle pensa à la pile grandissante de factures médicales sur le comptoir de sa cuisine. Son assurance couvrait à peine l'essentiel, et le spécialiste qu'elle devait consulter pour sa grossesse à risque dépassait largement ses moyens. Le bruit de quelqu'un frappant à sa porte l'attira brusquement de ses pensées. En ouvrant, elle trouva son frère Antoine debout devant elle, l'air inquiet. « Je l'ai vu hier soir », déclara Antoine sans préambule, entrant dans son petit appartement. Au restaurant, un des autres serveurs m'a raconté ce qui s'est passé. Élodie soupira en refermant la porte. « Je peux gérer Lucas, comme tu l'as géré quand il t'a poussé à t'épuiser au travail. » La voix d'Antoine était tranchante d'inquiétude. « Ma sœur, tu portes ma nièce ou mon neveu. Tu ne peux pas continuer à te pousser comme ça. » Élodie se dirigea vers sa petite cuisine, s'affairant à préparer du thé pour éviter le regard perçant de son frère. « Je viens de découvrir qu'il a transféré une petite fortune sur mon compte, » avoua-t-elle à voix basse. L'expression d'Antoine s'assombrit. « Renvoie-lui. » « Je... » Élodie hésita, sa main se posant à nouveau sur son ventre. « Le bébé. »« Le bébé a besoin d'une mère qui n'est pas stressée et surmenée, » rétorqua Antoine, sa voix s'adoucissant. « Mais accepter son argent... » Élodie, tu sais ce qu'il fait, non? C'est du classique, Lucas. Jeter de l'argent sur un problème au lieu de vraiment le régler. Avant qu'Élodie ne puisse répondre, son téléphone vibra. Son cœur fit un bond en voyant le nom de Lucas sur l'écran. Après 6 mois de silence, c'était sa 2e tentative de la contacter en moins de 24 heures. « Ne réponds pas », conseilla Antoine, mais Élodie avait déjà décroché. « Qu'est-ce que tu veux, Lucas ?» Sa voix était plus ferme qu'elle ne le ressentait. « Élodie, s'il te plaît, ne raccroche pas.
La voix de Lucas avait une note de désespoir qu'elle ne lui avait jamais entendue auparavant. « L'argent, ce n'est pas ce que tu crois. Je n'essaie pas de racheter ma place dans ta vie. Je ne supporte pas l'idée que tu luttes, surtout maintenant. » Élodie ferma les yeux, luttant contre les larmes. « Tu ne t'inquiétais pas de mes luttes il y a 6 mois. Je sais. » Sa voix se brisa. « Je sais que j'ai échoué, mais s'il te plaît, garde l'argent. Utilise-le pour les soins médicaux, pour tout ce dont tu as besoin, sans condition. » Antoine la regardait intensément, et Élodie pouvait lire la désapprobation dans ses yeux. Mais quelque chose dans la voix de Lucas la fit hésiter. Elle se souvint de l'expression sur son visage lorsqu'il l'avait vue au restaurant. Pas seulement de la surprise face à sa grossesse, mais une véritable angoisse. « Le bébé, continua Lucas alors qu'elle restait silencieuse. « Est-ce que je ne sais pas, l'interrompit Élodie. Le mensonge, lui, brûlant la gorge. Et quelle différence cela ferait-il? Tu as clairement montré que ton empire était plus important qu'avoir une famille. » Elle l'entendit inspirer profondément. « J'avais tort, dit-il simplement. Je le sais maintenant. Et peu importe. Peu importe tout le reste. Je veux, c'est aider. S'il te plaît, laisse-moi faire au moins ça. » Élodie regarda autour de son petit appartement, les meubles d'occasion, la pile de factures, la chambre unique où elle avait commencé à aménager un coin en nurserie de fortune. Sa fierté luttait contre son côté pratique. « D'accord, finit-elle par dire, l'argent reste, mais ça ne change rien entre nous. Je comprends. » Sa voix était calme. « Mais Élodie, je n'abandonne pas. Pas cette fois. » Elle mit fin à l'appel avant qu'il ne puisse en dire plus, ses mains tremblantes. Antoine se précipita immédiatement à ses côtés, enveloppant ses épaules de son bras. « Tu es trop sensible, » murmura-t-il, mais son ton était doux. « Peut-être, » admit Élodie, se blottissant contre son frère, « mais ce n'est plus seulement à propos de moi. » Elle baissa les yeux vers son ventre arrondi, pensant au bébé, le bébé de Lucas, bien qu'il ne le sache pas encore avec certitude. Elle avait découvert sa grossesse quelques jours avant de le quitter, et dans le chaos et la douleur qui avaient suivi, elle s'était convaincue que lui en parler ne ferait qu'empirer les choses. Maintenant, en voyant ce côté différent de lui, elle n'était plus si sûre. Le Lucas qu'elle connaissait aurait envoyé des avocats avec des documents et des exigences. Ce Lucas semblait différent. « Je dois me préparer pour le travail, » dit-elle en se redressant. « Appelle pour dire que tu es malade, » suggéra Antoine. « Tu as l'air épuisé. » Élodie secoua la tête. « Je ne peux pas. Pas avec le rush du dîner ce soir. » Ses mots s'éteignirent alors qu'une vague de vertige la submergea. Elle s'agrippa au comptoir de la cuisine pour se stabiliser, mais la pièce tournait déjà. La dernière chose qu'elle entendit fut Antoine appelant son nom alors que le monde s'assombrissait. Lucas était en plein milieu d'une réunion du conseil d'administration lorsque son téléphone vibra. Il ignorait généralement les appels pendant les réunions, mais quelque chose le poussa à jeter un coup d'œil à l'écran. Le numéro n'était pas enregistré dans ses contacts, mais il le reconnut. Antoine, le frère d'Élodie. « Excusez-moi, dit-il en se levant brusquement. » Les membres du conseil d'administration le regardèrent sortir de la salle de conférence sans autre explication. « Antoine ?» répondit-il, le cœur battant. Élodie s'est effondrée. La voix d'Antoine était brève. « Nous sommes à l'hôpital Montreuil. Elle est stable, mais les médecins s'inquiètent du rythme cardiaque du bébé. » Lucas était déjà en train de courir vers l'ascenseur. « J'arrive. Elle ne voudra pas que tu sois là. Je m'en fiche. » Lucas appuya à plusieurs reprises sur le bouton du rez-de-chaussée. « Quel étage ?» Il y eut un long silence avant qu'Antoine ne soupire. « Maternité, 4e étage. » Le trajet jusqu'à Montreuil sembla interminable, même avec son chauffeur qui dépassait plusieurs limites de vitesse. Lucas passa le temps à fixer son téléphone sur la dernière photo qu'il avait d'Élodie, prise il y a presque 1 an, lors d'une soirée caritative. Elle portait une robe bleue qui faisait ressortir ses yeux, et son sourire était sincère, l'un des derniers vrais sourires dont il se souvenait. À l'hôpital, il trouva Antoine en train de faire les 100 pas dans une salle d'attente. Le frère d'Élodie leva les yeux à l'approche de Lucas, son expression mêlant résignation et hostilité persistante. « Les médecins font des examens, » dit Antoine avant que Lucas ne puisse poser la question. « Ils s'inquiètent d'une prééclampsie. » Lucas sentit ses genoux fléchir. Il avait fait suffisamment de recherches la veille pour savoir ce que
Cela signifiait une complication potentiellement dangereuse de la grossesse. Comment est-ce arrivé? Le rire d'Antoine était amer. Comment penses-tu? Elle a travaillé 60 heures par semaine, debout toute la journée, stressée par les factures. Le médecin lui a dit il y a des semaines de se reposer. Mais elle ne pouvait pas se permettre de réduire ses heures. Chaque mot était comme un coup physique. Lucas s'affaissa dans l'une des chaises inconfortables de la salle d'attente, passant ses mains dans ses cheveux. J'aurais dû le savoir, j'aurais dû la retrouver plus tôt. Tu n'aurais jamais dû la laisser partir en premier lieu, répliqua Antoine sèchement, mais ses épaules s'affaissèrent. Mais je suppose que nous avons tous les deux échoué. J'ai essayé de la convaincre de venir vivre avec moi, mais elle est trop têtue. Elle voulait prouver qu'elle pouvait s'en sortir seule. Avant que Lucas ne puisse répondre, un médecin sortit de la zone de traitement. Les deux hommes se levèrent immédiatement. « Vous êtes de la famille ?» demanda le médecin, regardant tour à tour. « Je suis son frère, » dit rapidement Antoine. « Je suis son mari, » ajouta Lucas, ignorant le regard perçant d'Antoine. Le médecin hocha la tête. « Madame Dubois est stable, mais sa tension artérielle est préoccupante. Le bébé montre des signes de détresse. Nous aimerions la garder en observation pendant au moins 24 heures, et elle aura besoin d'un repos complet au lit pendant les prochaines semaines. »« Elle n'aimera pas ça, » murmura Antoine. « Ce n'est pas négociable, » déclara fermement le médecin. Sans un repos approprié, elle et le bébé pourraient courir un grave danger. Elle aura besoin de soutien. Quelqu'un pour l'aider dans les tâches quotidiennes, préparer les repas, surveiller sa tension artérielle. « Je vais engager une infirmière, » dit immédiatement Lucas. « Elle n'acceptera pas ça, » argumenta Antoine. « Alors, que proposes-tu » Lucas se tourna vers son beau-frère. « Tu as ta propre famille, ton propre travail. Moi, j'ai des ressources, de la flexibilité. Laisse-moi l'aider. »« Ce n'est pas ma décision, » dit Antoine après un long moment. « Mais si tu es sérieux, à l'idée d'être là pour elle, de réparer les choses, ne gâche pas tout cette fois. » Une infirmière s'approcha d'eux. « Madame Dubois demande à voir son frère. » Antoine se leva puis hésita. « Donne-moi quelques minutes avec elle. Ensuite, peut-être que je pourrai la convaincre de te voir. » Lucas regarda Antoine suivre l'infirmière, puis sortit son téléphone. En quelques minutes, il avait annulé toutes ses réunions pour le mois suivant et envoyé un email à son équipe de direction pour travailler à distance. Pour la première fois de sa carrière, il mettait quelque chose avant, le travail. Lorsqu'Antoine revint 30 minutes plus tard, son expression était indéchiffrable. « Elle accepte de te voir, dit-il enfin. Mais Lucas, si tu lui fais encore du mal, on ne retrouvera jamais ton corps. » Malgré tout, Lucas sentit un petit sourire lui venir aux lèvres. C'était la chose la plus fraternelle qu'Antoine lui avait dite depuis des mois. Le chemin jusqu'à la chambre d'Élodie lui parut le plus long de sa vie. Elle était allongée dans le lit d'hôpital, paraissant petite et pâle contre les draps blancs. Le bip régulier des moniteurs remplissait la pièce et une perfusion coulait dans son bras. Mais ce qui attira son attention, c'était l'appareil à ultrasons à côté de son lit, son écran montrant les battements rapides d'un petit cœur. « Le bébé » murmura-t-il, incapable de détacher ses yeux de l'écran. « Est-ce que... » La voix d'Élodie était fatiguée mais claire. « Oui, Lucas, le bébé est de toi. » Lucas saisit le bord du lit d'hôpital, ses genoux menaçants de céder. Les mots résonnèrent dans son esprit. « Le bébé est de toi. » Il scruta le visage d'Élodie, cherchant un signe de tromperie, mais ne trouva que de l'épuisement et une pointe de défi dans ses yeux. « Depuis combien de temps le savais-tu » parvint-il à demander, sa voix à peine audible. « Je l'ai découvert 3 jours avant de partir. » La main d'Élodie reposait protectrice sur son ventre. « J'avais tout prévu. Un dîner spécial, une manière créative de te l'annoncer. Mais tu n'es pas rentré ce soir-là, ni le lendemain. Quand tu es enfin apparu, c'était juste pour changer de vêtements avant une autre réunion essentielle. » Le souvenir le frappa comme un coup physique. Il se souvenait de cette semaine. La fusion de BNP Paribas était dans sa phase critique. Il avait dormi dans son bureau, survivant grâce au café et à la détermination. Ce qu'il avait vu, comme un dévouement pour assurer leur avenir, elle l'avait vécu comme un abandon au moment le plus crucial de leur vie. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit après, tous ces mois? Cela aurait-il changé quelque chose? La voix d'Élodie se brisa légèrement. Tu as clairement montré que construire ton empire passait avant construire une famille. Je ne pouvais pas supporter de t'entendre dire que ce bébé
arrivait au mauvais moment ou qu'il te détournait de tes objectifs. Lucas s'approcha, du lit, sa main planant au-dessus de la sienne avant de se retirer. « Je n'aurais jamais dit ça. »« Vraiment ?» Son rire était amer. « Tu as dit presque exactement ça la dernière fois que nous avons parlé d'avoir des enfants. Le timing n'est pas bon, Élodie. Nous devons être pratiques. L'entreprise a besoin de moi en ce moment. » Les moniteurs surveillant les signes vitaux d'Élodie commencèrent à biper plus rapidement. Une infirmière apparut à la porte, l'air inquiet. « Madame Dubois, vous devez rester calme, » conseilla-t-elle en vérifiant les relevés. « Votre tension artérielle remonte encore. » Lucas recula immédiatement, son visage marqué par l'inquiétude. « Je devrais partir. »« Non, » dit Élodie, les surprenant tous les deux. « Nous devons avoir cette conversation. Juste, donnez-nous quelques minutes ?» demanda-t-elle à l'infirmière qui hocha la tête à contre-cœur et partit, bien que Lucas remarqua qu'elle ne s'éloigna pas trop de la porte. Quand ils furent à nouveau seuls, Élodie parla doucement. « Je ne t'éloigne pas du bébé par méchanceté, Lucas. Je ne peux pas te voir faire à notre enfant ce que tu m'as fait à moi. La déception constante, les promesses brisées, le sentiment de ne jamais être assez pour retenir ton attention. J'ai changé, insista Lucas, puis se reprit. Non, ce n'est pas exact. Je suis en train de changer. Ces dernières 24 heures m'ont forcé à me voir à travers tes yeux et je déteste ce que je vois. L'homme qui t'a laissé partir, qui t'a fait te sentir si peu aimé que tu ne pouvais même pas lui parler de son enfant, je ne veux plus être cet homme. » Élodie étudia son visage pendant un long moment. Le bip des moniteurs s'était ralenti pour retrouver un rythme plus régulier. « De belles paroles, » dit-elle enfin, « mais j'ai déjà entendu de belles paroles de ta part. Alors laisse-moi le prouver par des actes. » Lucas approcha une chaise de son lit, se déplaçant lentement comme s'il craignait qu'elle ne s'y oppose. « Le médecin dit que tu as besoin de repos complet, d'aide pour les tâches quotidiennes. Laisse-moi t'aider. Je n'ai pas besoin de ta charité. » Ce n'est pas de la charité, Élodie. C'est une responsabilité, une obligation. La décence humaine la plus basique. Choisis le mot qui te facilite l'acceptation. Mais s'il te plaît, laisse-moi faire ça. Pas seulement pour toi, mais pour notre enfant. Le mot « notre » resta suspendu dans l'air entre eux. La main d'Élodie se posa machinalement sur son ventre, et Lucas observa ce geste tendre avec un mélange d'émerveillement et de regret pour tous les moments qu'il avait déjà manqués. « J'ai des conditions, » dit enfin Élodie. Lucas se redressa. « Tout ce que tu veux. Je ne retourne pas au penthouse. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion. « J'accepterai de l'aide, mais à mes conditions, dans mon espace. Et ce n'est pas une réconciliation, Lucas. C'est du co-parenting, rien de plus. » Les mots le blessèrent, mais il hocha la tête. « Je comprends. Quoi d'autre? Plus de virements d'argent surprise. Si tu veux aider financièrement, on en discute d'abord. Et je veux tout par écrit, un accord formel sur le soutien pendant la grossesse et après. Mes avocats rédigeront tous les documents. »« Que tu veux ?» commença Lucas, puis il vit son expression s'assombrir. « Ou, tes avocats peuvent les rédiger, tout ce qui te met à l'aise. » Élodie sembla se détendre légèrement. « Encore une chose, tu dois comprendre que la confiance se mérite. Ce n'est pas parce que je te laisse m'aider que je te laisse revenir dans ma vie. Ces murs sont là pour une raison. » Lucas regarda autour de la chambre d'hôpital. Les moniteurs qui suivaient le rythme cardiaque de son enfant, le visage pâle d'Élodie contre les oreillers, la perfusion qui lui administrait des fluides pour éviter un nouvel épisode de déshydratation et d'épuisement. Les murs dont elle parlait étaient peut-être invisibles, mais ils étaient aussi solides que les tours de verre et d'acier qu'il avait priorisées au détriment de leur mariage. « Je comprends, » dit-il doucement. « Et Élodie, merci de me donner une chance de faire partie de ça, même si je ne la mérite pas. » Une infirmière réapparut, cette fois plus insistante. « Madame Dubois a besoin de se reposer maintenant. » Lucas hésita un instant avant de se lever. « Est-ce que ça te dérangerait si je revenais demain ?» Les yeux d'Élodie commençaient déjà à se fermer, la fatigue de la journée la rattrapant enfin. « Juste, n'amène pas d'avocat, ni de fleurs, ni quoi que ce soit que tu penses pouvoir régler la situation. » « Pas de réparation, » acquiesça doucement Lucas. « Juste être là. » En sortant de la chambre d'hôpital, il croisa Antoine dans le couloir. Le frère d'Élodie lui lança un regard scrutateur. « Elle t'a parlé du bébé ?» Lucas hocha la tête, incapable de trouver les mots pour exprimer le tourbillon d'émotions qui l'habitait. « Bien,
dit simplement Antoine. Maintenant, prouve que tu mérites de le savoir. La semaine suivante passa dans un flou d'ajustements et de négociations prudentes. Fidèle à sa parole, Élodie refusa de quitter son petit appartement de Montreuil, et Lucas se retrouva plongé dans un monde bien loin de sa sphère d'influence habituelle. L'ascenseur de l'immeuble était perpétuellement en panne. Les couloirs sentaient légèrement le curry du restaurant indien du rez-de-chaussée, et ses chaussures en cuir italien étaient totalement inadaptées aux 4 étages qu'il devait désormais monter plusieurs fois par jour. Il avait engagé une société de ménage et un service de livraison de repas, tous deux soigneusement vérifiés et approuvés par Élodie après de longues discussions. Une infirmière à domicile venait 2 fois par jour pour vérifier ses constantes et le rythme cardiaque du bébé. Mais le reste du temps, c'était juste Lucas, armé de son ordinateur portable et d'un désir désespéré de se rendre utile. « Tu n'es pas obligé de rester ici toute la journée », lui dit Élodie le 5e matin, le regardant essayer d'organiser sa petite cuisine. « Je suis sûr que ton empire s'effondre sans toi. » Lucas s'arrêta dans son examen du garde-manger, il faut l'avouer, plutôt vide. « L'empire peut attendre, mais je vais devoir passer un appel vidéo dans environ 1 heure. Ça, te dérange si je m'installe dans le salon ?» Élodie hocha la tête, puis grimpa en changeant de position sur le canapé. Lucas fut immédiatement à ses côtés. « De quoi as-tu besoin? De l'eau? Un autre coussin ?»« J'ai besoin qu'on ne me traite pas comme si j'étais en verre, » répondit Élodie, mais avec moins d'agressivité dans le ton qui aurait eu une semaine auparavant. « Ce n'est pas la première fois que je fais face à l'inconfort de la grossesse. Je l'ai fait pendant des mois, sans aide. » Le rappel de ces mois, Élodie travaillant de longues heures, luttant seule, serra la poitrine de Lucas. « Je sais, mais tu n'es plus obligé maintenant. » Élodie le regarda retourner à la cuisine, organisant efficacement les provisions et vérifiant les dates de péremption. « Tu es différent, » dit-elle soudain. Lucas se tourna pour la regarder. « Comment ça ?» Le Lucas que je connaissais aurait explosé à l'idée de faire des tâches ménagères. Tu te souviens quand notre femme de ménage était malade pendant 1 semaine? Tu avais insisté pour rester à l'hôtel Ritz plutôt que de faire ton lit. Il sentit son visage rougir. J'étais un idiot. Aucun doute là-dessus, mais les lèvres d'Élodie esquissèrent ce qui aurait pu être l'ombre d'un sourire. Bien que je doive admettre que c'est assez amusant de te voir essayer de comprendre comment une personne normale vit. J'apprends, dit Lucas en brandissant une boîte de pâtes. Par exemple, je sais maintenant que toutes les spaghettis ne coûtent pas 30 $ la livre et que le monde ne s'est pas écroulé à cause de ça. Cette fois, Élodie sourit, bien qu'elle l'ait rapidement caché derrière sa main. Le moment semblait fragile, comme une bulle de savon qui pourrait éclater à la moindre pression. Lucas voulait désespérément le préserver, le faire durer, mais il se souvint de ses mots sur les murs et la confiance. Au lieu de cela, il se retourna vers le placard. « Ta collection d'épices est dangereusement basse, et avant que tu ne protestes, ce n'est pas une question d'argent. C'est le fait qu'aucun être humain ne devrait manger de la nourriture fade. Je commande quelques basiques. Considère ça comme de l'autopréservation, vu que je suis là aux heures des repas. Tu pourrais manger chez toi, fit remarquer Élodie. Lucas se figea. Tu veux que je le fasse? Il y eut une longue pause. Non, dit finalement Élodie. Mais pas parce que c'est juste pratique. Tu es déjà là et c'est bien d'avoir quelqu'un à qui parler à part l'infirmière et mon frère. Avant que Lucas ne puisse répondre, son téléphone vibra. L'appel vidéo commençait dans 5 minutes. Il attrapa son ordinateur portable et s'installa dans le coin du salon le plus éloigné d'Élodie, orientant l'écran pour que la caméra ne capture pas le modeste décor. Alors qu'il discutait des projections trimestrielles avec son équipe dirigeante, il était parfaitement conscient de la présence d'Élodie. Elle avait sorti un livre mais semblait l'observer plus qu'elle ne lisait. Il se demanda ce qu'elle voyait, si elle remarquait comment il avait changé sa manière de parler à ses employés, comment il priorisait leurs préoccupations plutôt que les profits immédiats. L'appel dura longtemps et lorsqu'il se termina enfin, Lucas trouva Élodie endormie sur le canapé, son livre tombé sur sa poitrine. Le soleil de l'après-midi, traversant la fenêtre, faisait briller les reflets dorés de ses cheveux, et pendant un instant, elle ressemblait exactement à la femme dont il était tombé amoureux des années auparavant. En se déplaçant silencieusement, il ajusta la couverture sur ses jambes et récupéra le livre, marquant soigneusement sa page.
Alors qu'il le posait sur la table basse, il remarqua le titre « Ce à quoi s'attendre quand on attend un enfant ». Le livre s'ouvrit à une section fortement annotée concernant le 6e mois de grossesse, là où en était Élodie. Sans y penser, Lucas se retrouva assis par terre à côté du canapé, ouvrant le livre à la première page. Au moment où Élodie se réveilla 1 heure plus tard, il avait lu 3 chapitres et rempli l'application de notes de son téléphone avec des questions à poser lors du prochain rendez-vous chez le médecin. « Ah, tu n'es pas obligé de faire tout ça », dit doucement Élodie, l'ayant observé lire pendant plusieurs minutes avant de parler. Lucas leva les yeux de la page sur les vitamines prénatales. « Je veux le faire. J'ai besoin de comprendre tout ce pourquoi j'aurais dû être là. » Élodie resta silencieuse un long moment. « La prochaine échographie est jeudi, dit-elle finalement. Si tu veux venir. » Lucas sentit son cœur faire un bond. « Vraiment ? Juste l'échographie, » précisa rapidement Élodie. « N'y vois pas trop de signification. Mais c'est aussi ton enfant. Tu devrais être là. » Lucas hocha la tête, essayant de contenir son émotion. « Merci. » « Ne me remercie pas encore, » avertit Élodie, mais sa voix était douce. « Les chaises de la salle d'attente sont horribles, et les magazines datent tous de 2019. »« Je pense que je peux supporter ça, » dit Lucas doucement, et ils savaient tous les deux qu'ils ne parlaient pas des chaises inconfortables. Les 3 salles d'échographie étaient faiblement éclairées, créant une atmosphère intime qui rendait Lucas intensément conscient de chaque respiration, de chaque mouvement. Il s'assit sur une chaise près de la porte, respectant la distance physique, qu'Élodie avait silencieusement demandé, tandis qu'elle était allongée sur la table d'examen. La technicienne déplaça la sonde sur le ventre arrondi d'Élodie et la pièce se remplit d'un bruit rapide de battements. « C'est le cœur, » murmura Élodie, les yeux fixés sur l'écran. Fort et régulier, comme toujours. Lucas se pencha en avant, captivé par l'image granuleuse sur le moniteur. « Est-ce que c'est une main ?» La technicienne sourit. « Bon œil, papa. Regarde ici. » Elle pointa un endroit précis sur l'écran. « Tu peux voir les doigts. Tu veux savoir quelque chose de cool? Les empreintes digitales du bébé sont déjà formées. » Le mot « papa » frappa Lucas comme une force physique. Il regarda la petite main à l'écran bouger et quelque chose en lui bascula irréversiblement. Ce n'était plus un concept abstrait. C'était son enfant avec des empreintes digitales et un cœur qui battait. « Voulez-vous connaître le sexe ?» demanda la technicienne, les regardant tour à tour. Élodie hésita puis se tourna vers Lucas. « J'ai attendu pour le découvrir. Je pensais, peut-être qu'on pourrait le savoir ensemble. » Le geste d'apaisement était petit mais significatif. Lucas hocha la tête, incapable de parler à cause de la boule dans sa gorge. « Félicitations, » dit la technicienne avec chaleur. « Vous attendez une petite fille. » Une fille. Lucas sentit des larmes lui piquer les yeux. Il avait construit des gratte-ciel, conclu des accords à milliards, mais rien n'avait jamais semblé aussi monumental que ce moment. « Elle est en bonne santé ?» parvint-il à demander. « Tout semble parfait, » les rassura la technicienne. « Elle est pile dans les normes pour son âge gestationnel. Voulez-vous des photos à emporter ?» Ils quittèrent l'hôpital avec une bande de photos d'échographie, chacune montrant différents angles de leur fille. Sur le parking, Élodie s'arrêta. « Tu veux aller déjeuner ?» demanda-t-elle, les surprenant tous les deux. « Je connais un endroit pas loin qui fait des sandwichs corrects. Rien de sophistiqué, mais j'adorerais, » répondit Lucas rapidement, avant qu'elle ne change d'avis. La charcuterie était loin des restaurants haut de gamme qu'il fréquentait habituellement, mais la nourriture était bonne et l'ambiance détendue. Élodie commanda un club sandwich à la dinde avec des cornichons supplémentaires, expliquant que c'était l'une de ses rares envies constantes. « Pas d'envie de caviar ?» taquina Lucas doucement, testant le terrain. Élodie roula des yeux, mais il remarqua le léger sourire qui se dessinait sur ses lèvres. « Désolé de décevoir tes sensibilités gastronomiques. Cette petite semble préférer la nourriture réconfortante et simple. »« Comme sa mère, » murmura Lucas, se rappelant qu'Élodie avait toujours préféré les petits bistrots aux restaurants étoilés, affirmant que la nourriture avait plus d'âme. Une ombre passa sur le visage d'Élodie à l'évocation de leur passé commun, mais elle ne se replia pas dans le silence comme elle l'aurait peut-être fait une semaine auparavant. Au lieu de cela, elle sortit les échographies, les étalant sur la table entre eux.
Le médecin dit qu'elle sera grande, dit-elle en montrant l'une des mesures. Je suppose qu'elle tient ça de toi. Lucas étudia les images, émerveillé par la netteté avec laquelle il pouvait voir le profil de leur fille. Elle a ton nez, je crois. Regarde cette petite courbure. Ils passèrent l'heure suivante à scruter les photos, spéculant sur les traits et les caractéristiques. Cela semblait presque normal, presque comme s'ils étaient simplement des futurs parents, partageant un repas et rêvant de l'avenir de leur enfant. Mais la réalité s'imposa lorsque le téléphone de Lucas vibra avec un email urgent de son bureau. Élodie remarqua l'expression qui changea sur son visage en le lisant. « Tu devrais y aller », dit-elle en ramassant les photos. « Je sais que tu as des responsabilités. Elles peuvent attendre », déclara Lucas fermement, rangeant son téléphone. « Ceci est plus important. » Élodie l'observa longuement. « Tu as vraiment changé, n'est-ce pas ? » « J'essaie. » Il soutint son regard avec assurance. « Je sais que ça ne rattrape pas tout, mais je veux être meilleur. Pour elle. Pour toi, si tu me le permets. » « Lucas. » La voix d'Élodie contenait une note d'avertissement. « Je sais, » dit-il rapidement. « Pas de pression, pas d'attente. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant ce que j'aurais dû comprendre il y a des années. Le succès ne signifie rien si tu n'as personne avec qui le partager. » Élodie se frotta distraitement le ventre, une habitude que Lucas avait remarquée lorsqu'elle réfléchissait profondément. « Je ne peux faire aucune promesse, » dit-elle finalement. « Mais je suis contente que tu sois là aujourd'hui, que nous puissions partager ce moment ensemble. » Alors qu'il rentrait à son appartement, Lucas remarqua la légère boiterie d'Élodie. « Tes pieds sont enflés, observa-t-il. Tu veux que j'appelle une voiture ? Je vais bien, » commença à dire Élodie, puis elle grimaça. « En fait, peut-être que ce serait une bonne idée, mais pas une de tes voitures de luxe. Un simple VTC fera l'affaire. » Lucas réprima son instinct de protester au sujet de la sécurité et du confort, reconnaissant l'importance de respecter ses limites. Il commanda le VTC puis l'aida à monter dans la voiture lorsqu'elle arriva. « J'ai du travail à rattraper, » dit-il lorsqu'ils arrivèrent devant son immeuble. « Mais je peux revenir plus tard avec le dîner ? Ce restaurant indien en bas sent incroyablement bon. » Élodie hésita à peine. « D'accord, mais rien de trop épicé. Le bébé n'aime pas la chaleur ces temps-ci. » Alors que Lucas regardait la voiture s'éloigner, il réalisa que quelque chose de profond avait changé aujourd'hui. Les murs n'étaient pas tombés, loin de là, mais peut-être, juste peut-être, commençait-il à montrer les premiers signes de fissure. La semaine suivante apporta un défi inattendu. Lucas était au milieu d'un appel vidéo crucial lorsque son téléphone personnel s'alluma avec le numéro d'Élodie. Il mit immédiatement l'appel professionnel en attente. « Élodie, tout va bien ? » « L'infirmière ne peut pas venir aujourd'hui. » La voix d'Élodie était tendue par l'anxiété. « Sa voiture est en panne et l'agence ne peut pas envoyer de remplaçante avant demain. Je sais que tu as des réunions, mais... » « Je serai là dans 20 minutes, » dit Lucas, en fermant déjà son ordinateur portable. Il trouva Élodie en train d'arpenter son petit salon, une main pressée contre le bas de son dos. « Je suis désolée, » dit-elle dès qu'il entra. « Je n'aurais pas appelé. Mais ma tension artérielle était un peu élevée ce matin et le médecin veut qu'elle soit surveillée. »« Arrête de t'excuser, » dit Lucas fermement. « C'est exactement là où je devrais être. » Il sortit le tensiomètre que l'infirmière lui avait montré comment utiliser. « Assieds-toi et laisse-moi vérifier tes valeurs. » Élodie obéit, regardant avec surprise Lucas enrouler habilement le brassard autour de son bras. « Quand as-tu appris à faire ça ?»« J'ai pratiqué avec l'infirmière, » avoua-t-il. « Et regardé des tutoriels YouTube le soir, juste au cas où. » La lecture était plus élevée que l'idéal, mais pas dangereusement. Pourtant, Lucas se souvint des avertissements du médecin concernant la prééclampsie. « Tu dois te reposer, » dit-il en l'aidant à s'asseoir sur le canapé. « Tu as mangé ?» Je n'avais pas faim. Lucas fronça les sourcils. « Le bébé a besoin de nutriments, même si tu n'as pas faim. » Il se dirigea vers la cuisine où il avait stocké des collations saines pour cette situation précise. Des tranches de pommes et du beurre d'amande. « Ou je pourrais te préparer un smoothie. »« Depuis quand sais-tu faire des smoothies ?» demanda Élodie, une véritable curiosité dans sa voix. Lucas sortit le mixeur qu'il avait acheté la semaine dernière. « Depuis que j'ai découvert que YouTube propose des tutoriels pour tout. Savais-tu qu'il existe des recettes de smoothies spécifiques pour gérer la tension artérielle pendant la grossesse ?»
Élodie le regarda combiner avec efficacité des fruits surgelés, des épinards, du yaourt et d'autres ingrédients. « Tu as vraiment fait des recherches ?»« Bien sûr que oui. » Lucas lui apporta le smoothie ainsi que ses vitamines prénatales. « C'est le projet le plus important de ma vie. »« Projet ?» Élodie leva un sourcil. « Mauvais choix. 2 mots, admit Lucas. Mais tu vois ce que je veux dire. Rien n'est plus important que de te garder, toi et notre fille, en bonne santé. » Notre fille. Les mots semblaient encore nouveaux, précieux. Élodie sirota son smoothie pensivement. « C'est bon, admit-elle. Mais je ne suis pas sûre de savoir comment me sentir à l'idée que tu deviennes plus domestique que moi. »« À peine, rit Lucas. Je n'arrive toujours pas à comprendre ta machine à laver. Ces symboles pourraient tout aussi bien être des hiéroglyphes. » Le grand Lucas Dubois vaincu par des symboles de lessive. Le ton taquin d'Élodie rappelait des temps plus légers. Que dirait ton conseil d'administration? Car ils sont trop occupés à essayer de comprendre pourquoi je me suis soudainement intéressé aux politiques de congé parental et aux options de garde d'enfants sur place. La main d'Élodie s'immobilisa sur son verre. Tu modifies les politiques de l'entreprise? Lucas s'assit dans le fauteuil en face d'elle. C'est un retard qui se fait attendre. J'ai passé les dernières semaines à réfléchir au nombre de mes employés qui pourraient être en difficulté comme tu l'étais, essayant de concilier travail et famille, ayant l'impression de devoir choisir entre leur carrière et leurs enfants. Je ne veux pas que quiconque soit confronté à ces choix impossibles. C'est étonnamment réfléchi. J'ai vécu des expériences qui m'ont ouvert les yeux récemment, dit Lucas calmement. Rien de tel que de réaliser qu'on s'est complètement trompé sur ses priorités pour déclencher un examen de conscience corporate. Élodie ouvrit la bouche pour répondre, mais laissa échapper un petit soupir, sa main volant vers son ventre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Lucas fut à ses côtés en un instant. « Tout va bien », le rassura Élodie, puis hésita. « Elle est juste très active en ce moment. Est-ce que tu aimerais sentir ?» Lucas se figea. Durant toutes les semaines où il l'avait aidé avec sa grossesse, c'était la première fois qu'Élodie offrait ce niveau d'intimité. Lentement, avec précaution, il s'assit à côté d'elle sur le canapé. Élodie prit sa main et la posa sur le côté de son ventre. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis il le sentit, une poussée nette contre sa paume. « C'est son pied », expliqua doucement Élodie. « Elle fait de la gymnastique depuis ce matin. » Lucas ne pouvait pas parler. Les larmes brouillaient sa vision alors qu'il sentait sa fille bouger sous sa main. Toutes les échographies du monde ne pouvaient rivaliser avec ce moment de connexion. « Elle sait que son père est là », dit Élodie, puis elle ajouta rapidement. « Enfin, c'est ce que disent les livres sur les bébés, qu'ils peuvent sentir le toucher et les voix à ce stade. » Lucas se racla la gorge. « Est-ce que ça irait si je lui parlais ?» Élodie hocha la tête, et Lucas se pencha plus près de son ventre. « Bonjour, petite, » murmura-t-il. « Je suis ton papa. Je suis désolé de ne pas être venu plus tôt, mais je te promets que je ne vais plus partir maintenant. » Le bébé donna à nouveau un coup de pied, plus fort cette fois, et Élodie grimaça. « Super, tu l'as excitée. Elle va faire des culbutes tout l'après-midi maintenant. »« Désolé, » dit Lucas, sans paraître désolé du tout. Il retira sa main à contre-cœur, mais le souvenir de ce contact, de cette connexion, était gravé à jamais dans son cœur. Le téléphone d'Élodie sonna, un rappel pour ses médicaments de l'après-midi. Alors que Lucas se levait pour lui apporter ses pilules et de l'eau, il la surprit en train de l'observer avec une expression indéchiffrable. « Quoi ? Rien, dit-elle rapidement. C'est juste que ce n'est pas comme ça que je m'attendais à ce que les choses se passent quand je t'ai vu au restaurant ce soir-là. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Demanda prudemment Lucas. Élodie baissa les yeux vers son ventre, où leur fille continuait à se faire sentir. Je suis encore en train de comprendre ça. La paix relative qu'ils avaient construite au cours des dernières semaines fut brisée un mardi après-midi pluvieux. Lucas arriva à l'appartement d'Élodie pour trouver Camille qui l'attendait dans le couloir, ses talons de créateur claquant contre le linoléum usé tandis qu'elle arpentait les lieux. « Lucas !» l'appela-t-elle alors qu'il approchait, sa voix portant cette neutralité prudente qui annonçait des tempêtes à venir. « Nous devons parler. »
Ce n'est pas le bon moment, dit Lucas en se dirigeant vers la porte d'Élodie pour l'ouvrir. On lui avait donné une clé pour les urgences, bien qu'il toque toujours d'abord par respect. Quand est-ce que c'est le bon moment? Camille s'approcha. Tu m'évites depuis des semaines. Le gala de charité est demain soir, et tout le monde parle de ton absence des événements sociaux. Il y a des rumeurs sur des problèmes avec l'entreprise. La porte s'ouvrit avant que Lucas ne puisse répondre. Élodie se tenait là, pâle et déterminée. « J'ai cru entendre des voix, dit-elle, ses yeux passant de Lucas à Camille. La parfaite maîtrise de Camille vacilla pendant un instant, alors qu'elle contemplait la silhouette enceinte d'Élodie. « Alors c'est vrai, murmura-t-elle doucement. Quand je t'ai vu au restaurant, j'ai pensé que peut-être... Mais cela explique tout, n'est-ce pas ?» Camille. La voix de Lucas avait une note d'avertissement. « Pas ici. Ou alors? Tu es injoignable depuis des semaines. Tu annules des réunions, tu travailles à distance, tu manques des engagements sociaux importants. Le conseil d'administration commence à s'inquiéter, Lucas. Et maintenant, je te trouve en train de jouer les pères de famille à Montreuil. » La main d'Élodie se resserra sur le cadre de la porte. « Je pense que tu devrais partir. »« Partir ?» Camille rit, un son cassant. « Ma chérie, j'essaie de sauver l'entreprise de ton mari. As-tu la moindre idée de ce que ton petit drame fait à sa réputation? À la stabilité de l'entreprise que tu prétendais autrefois aimer? Ça suffit. » Lucas s'interposa entre elles. « Camille, nous en discuterons une autre fois. »« Quand? Après que tu auras complètement détruit tout ce que tu as bâti? La fusion avec BNP Paribas tient à un fil. Le conseil parle d'une motion de défiance. Et toi, tu es là, à quoi? À jouer les nourrices? Je suis un père, déclara Lucas fermement. Et si le conseil a des inquiétudes, ils peuvent m'en parler directement au lieu de t'envoyer faire leur sale boulot. » Camille recula comme si elle avait été giflée. « C'est ce que tu penses? Que je suis ici comme une sorte de messagère, corporative. Je croyais que nous comptions plus l'un pour l'autre que ça. Nous ne comptions pas l'un pour l'autre. » La voix de Lucas était calme mais ferme. « Nous le savons tous les deux. C'était pratique, rien de plus. Une distraction. De mon mariage en échec et de ta propre vie vide. » Le bruit de la porte qui se referma les fit se retourner. Élodie s'était retirée dans l'appartement, les laissant à leur confrontation. « Rentrez chez vous, Camille, » dit Lucas avec lassitude. « Ce que nous avons eu ou pas eu, c'est terminé. Ça l'est depuis le moment où j'ai vu Élodie, dans ce restaurant. Elle ne te fera jamais confiance, » dit Camille, sa maîtrise craquant. « Tu penses que jouer au mari dévoué maintenant va tout racheter? Elle attendra toujours que tu la déçoives à nouveau. » « Peut-être, reconnut Lucas. Mais je préfère passer le reste de ma vie à essayer de regagner sa confiance, que de réussir sans elle. » Il se tourna vers la porte. « Au revoir, Camille. » À l'intérieur de l'appartement, il trouva Élodie assise sur le canapé, son visage impassible. « Élodie, commença-t-il, mais elle leva une main. « Non !» Sa voix était tendue par l'émotion. « Juste, non. Ce que tu as entendu, ce que j'ai entendu était exactement ce à quoi je m'attendais. » L'interrompit Élodie. « Tu pensais que je ne savais pas pour elle, pour les autres, les événements caritatifs, les pages mondaines. J'ai tout vu, Lucas, même après mon départ. » Lucas s'affaissa dans un fauteuil, sentant le poids de ses erreurs passées l'écraser. Il n'y avait pas d'autre, juste Camille, et ça n'a commencé qu'après. Peu importe. C'était mal, et ça ne signifiait rien. Rien n'avait d'importance pour toi à cette époque. La voix d'Élodie se brisa. Pas moi, pas notre mariage, pas la famille que nous avions prévu de construire. Tout était secondaire par rapport à ta précieuse entreprise. Et maintenant, ton conseil d'administration se retourne contre toi parce que tu agis enfin comme un être humain? Qu'ils le fassent, déclara Lucas avec une soudaine conviction farouche. Qu'ils tiennent leur vote, que la fusion échoue. Rien de tout cela n'a d'importance comparé à être ici, à faire partie de la vie de notre fille. Tu ne penses pas ce que tu dis? Si. Lucas se pencha en avant, son regard intense. Élodie, ces dernières semaines m'ont appris plus sur ce qui compte que 15 ans dans les affaires. Chaque coup que je ressens, chaque rendez-vous chez le médecin auquel j'assiste, chaque moment où je fais partie de ce voyage, ça vaut plus que tous les contrats que j'ai jamais signés. Et quand la nouveauté s'estompera, la main d'Élodie se posa protectrice sur son ventre. Quand être père deviendra une routine et que l'excitation des réunions du conseil te rappellera. Ça n'arrivera pas. Je ne peux pas en être sûr.
Si, insista Lucas, parce que je sais maintenant ce que c'est que d'avoir quelque chose de réel à perdre. L'argent, le pouvoir, le statut social, je peux toujours les retrouver. Mais ça, toi, et notre fille, c'est irremplaçable. Élodie resta silencieuse un long moment, digérant ses mots. Enfin, elle parla doucement. Le gala demain soir, tu devrais y aller. Élodie, non, écoute-moi, va au gala. Affronte le conseil d'administration. Gère la fusion. Prouve-moi que tu peux équilibrer les deux mondes sans laisser l'un d'eux s'effondrer. Parce que je ne laisserai pas. Notre fille grandir avec un père qui lui en voudrait de lui avoir coûté ses rêves, ou qui l'abandonnerait pour les poursuivre. Lucas se leva et s'agenouilla à côté du canapé. Je ne pourrai jamais lui en vouloir, ni à toi. Prouve-le, défia Élodie. Montre-moi que ce changement en toi est réel, pas seulement une réaction au choc de découvrir la grossesse. Montre-moi que tu peux être à la fois l'homme d'affaires que tu as toujours été et le père dont elle a besoin. Et si je le fais? Élodie soutint son regard avec fermeté. Alors peut-être que nous pourrons discuter de ce qui vient après. Ce n'était pas une promesse de réconciliation, mais c'était plus qu'il n'avait eu une heure auparavant. Lucas hocha lentement la tête. J'irai au gala. Je m'occuperai du conseil. Mais je reviendrai ici après. Les coups de pied de notre fille le soir sont en train de devenir ma partie préférée de la journée. Un léger sourire effleura les lèvres d'Élodie. Elle semble effectivement se donner à fond devant un public. Comme sa mère, dit doucement Lucas, se souvenant de la façon dont Élodie illuminait une pièce avec sa chaleur et son charme authentique. Non, le corrigea-t-elle. Gentiment, comme son père, toujours prêt à voler la vedette. Le salon de l'hôtel de Crillon scintillait de son opulence habituelle, mais pour Lucas, il semblait vide comparé à la simplicité chaleureuse de l'appartement d'Élodie. Il ajusta son nœud papillon, saluant avec aisance divers associés, tout en se dirigeant vers l'endroit où les membres du conseil s'étaient rassemblés. Lucas, Philippe Martin, le président du conseil, se détacha du groupe pour venir à sa rencontre. Nous commencions à penser que tu avais oublié comment nouer une cravate. J'ai juste eu d'autres priorités, répondit Lucas avec fluidité, acceptant une coupe de champagne d'un serveur qui passait, mais sans la boire. Je suppose que c'est pour cela que nous avons cette conversation. Le sourire de Philippe n'atteignit pas ses yeux. Ton absence a été remarquée. L'équipe de Jean-Pierre est particulièrement inquiète de ton engagement dans la fusion. C'est pour ça qu'ils sont là ce soir. Lucas fit un signe de tête en direction d'un groupe de dirigeants de BNP Paribas. Je croyais que c'était un événement caritatif. Tout est à faire, Lucas. C'est toi qui me l'as appris. J'avais tort. Les mots sortirent facilement, les surprenant tous les deux. Tout n'est pas à faire. Parfois, les choses les plus importantes n'ont rien à voir avec les marges bénéficiaires ou les parts de marché. Philippe l'étudia attentivement. C'est à propos de votre femme, la grossesse? Ma fille, corrigea fermement Lucas. Oui, elle est ma priorité maintenant. Mais cela ne signifie pas que je néglige l'entreprise. Le conseil d'administration pense différemment. Vos récentes modifications de politique, les arrangements de travail à distance, les négociations de fusion retardées, ont toutes été des décisions soigneusement réfléchies qui bénéficieront à l'entreprise à long terme, interrompit Lucas. Savez-vous quel était notre taux de rétention des employés l'année dernière? Combien de talents nous avons perdus parce que nos politiques ne soutenaient pas les parents qui travaillent? Combien de connaissances institutionnelles ont quitté l'entreprise parce que nous avons priorisé les profits immédiats plutôt que la croissance durable? Philippe cligna des yeux, visiblement surpris par cet argument. Les actionnaires bénéficieront d'une main-d'œuvre qui ne tourne pas constamment, d'employés fidèles parce que nous les soutenons, d'une culture d'entreprise qui reconnaît la vie en dehors du bureau. Lucas posa son champagne intact. Je serai heureux de vous expliquer les projections, après avoir parlé avec l'équipe de BNP Paribas. Il se dirigea résolument vers les dirigeants de BNP Paribas, conscient des regards qui le suivaient. Son téléphone vibra dans sa poche, un message d'Élodie. Tension artérielle normale. Le bébé s'entraîne au football. Ne les laisse pas t'intimider. Le message lui donna de la force alors qu'il s'approchait de Jean-Pierre Laurent lui-même. « Jean-Pierre », salua-t-il chaleureusement l'homme plus âgé, « je crois que nous devons discuter de certaines préoccupations concernant la fusion. » Les 2 heures suivantes furent une danse minutieuse de négociations, de réassurances
et de planification stratégique. Lucas présenta sa vision d'une entreprise à la fois rentable et humaine, innovante et stable. Il montra comment ces récentes modifications de politique avaient déjà amélioré les scores de satisfaction des employés, réduit l'utilisation des jours de maladie et augmenté la productivité. Au moment où il termina, même les membres du conseil d'administration les plus sceptiques hochaient pensivement la tête. L'équipe de BNP Paribas semblait particulièrement impressionnée par son plaidoyer passionné pour la responsabilité sociale des entreprises, parallèlement à l'optimisation des profits. « Vous avez changé, Lucas », dit Jean-Pierre, alors que les discussions formelles touchaient à leur fin. « Il y a 6 mois, vous n'auriez parlé que de domination du marché et d'expansion agressive. Il y a 6 mois, je ne comprenais pas ce qui compte vraiment dans la vie, » répondit honnêtement Lucas. « Avoir un enfant à venir, ça vous fait réfléchir au genre de monde que vous voulez créer, à l'héritage que vous voulez laisser. » L'expression de Jean-Pierre s'adoucit. « Mon premier petit enfant est né l'année dernière. Cela a aussi changé toute ma perspective. » Il tendit la main. « Je pense que nous pouvons travailler ensemble, Lucas. Votre nouvelle vision s'aligne bien avec nos valeurs d'entreprise. » Alors que la soirée touchait à sa fin, Philippe s'approcha de lui à nouveau. « Le conseil d'administration retirera ses préoccupations, » dit-il calmement. « Vous avez prouvé que vous pouviez gérer à la fois votre situation personnelle et les besoins de l'entreprise. Bien que j'avoue être curieux de savoir ce qui a inspiré un tel changement dans votre philosophie de gestion. » Lucas réfléchit au défi qu'Élodie lui avait lancé, prouver qu'il pouvait concilier les deux mondes. « Disons simplement que j'ai eu un excellent professeur pour comprendre ce que sont les vraies priorités. » Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message d'Élodie. « Tout va bien ?»« Mieux que bien, » répondit-il. « Fusion en cours. Le conseil est satisfait. Comment vont mes filles ?» La réponse arriva rapidement. « Ta fille dort. Enfin, je vais peut-être pouvoir me reposer aussi. Bon travail ce soir. » Lucas sourit puis leva les yeux pour voir Philippe qui l'observait avec curiosité. « Rentrez chez vous, Lucas, » dit l'homme plus âgé avec bienveillance. « Nous pouvons gérer le reste de la soirée. »« Merci, » répondit Lucas sincèrement, « mais je ne rentre pas chez moi. Je vais là où je dois être. » Le trajet jusqu'à Montreuil lui sembla plus court que d'habitude, son esprit empli des succès de la soirée. Il utilisa sa clé pour entrer discrètement dans l'immeuble d'Élodie, gravissant les escaliers familiers avec moins de résistance qu'il n'en avait ressenti quelques semaines auparavant. Il frappa doucement à sa porte, ne voulant pas la réveiller si elle dormait. Après un moment, elle ouvrit, vêtue d'un pyjama confortable, ses cheveux détachés sur ses épaules. « Tu n'avais pas besoin de venir ce soir, » dit-elle, mais elle recula pour le laisser entrer. « Si, je devais venir. » Lucas se dirigea vers sa chaise habituelle, notant avec plaisir qu'Élodie avait maintenu leur routine du soir, thé et conversation. « J'avais promis d'être là pour les coups de pied du soir. »« Elle est calme depuis 1 heure, » dit Élodie en s'installant sur le canapé. « Je crois qu'elle s'est enfin épuisée. »« Alors nous attendrons demain, » dit simplement Lucas. « Je reviendrai toujours, Élodie. Peu importe ce qui se passe au travail ou ailleurs, c'est ce que je devais prouver ce soir, au conseil, à toi, à moi-même. » Élodie resta silencieuse un long moment, puis murmura « Je te crois. » Les mots flottèrent entre eux, pleins de possibilités. Lucas sentit quelque chose changer, comme le premier rayon de soleil perçant à travers les nuages d'orage. « Parle-moi du gala, » dit Élodie en repliant ses jambes sous elle. « Tu as vraiment tenu tête à tout le conseil ?» Alors que Lucas commençait à décrire la soirée, il observa le visage d'Élodie à la lumière douce de la lampe. Les murs n'étaient pas complètement tombés, mais ils étaient plus bas qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. C'était un début. Et pour l'instant, cela suffisait. La paix qu'ils avaient retrouvée fut brisée 3 semaines plus tard par une complication inattendue. Lucas était au milieu d'une réunion cruciale sur la fusion lorsque son téléphone vibra avec le numéro d'Antoine. Son cœur s'arrêta. Le frère d'Élodie ne l'appelait jamais, sauf en cas de problème. « Excusez-moi, » dit-il en se levant brusquement. « Urgence familiale. » Il parvint à peine à atteindre le couloir avant de répondre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» La tension artérielle d'Élodie a monté dangereusement haut. La voix d'Antoine était tendue par l'inquiétude. L'infirmière a appelé une ambulance. Ils l'emmènent à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Lucas courait déjà vers l'ascenseur. « Et le bébé ?» Ils surveillant tous les deux. « Juste, viens, d'accord ?»
Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un flou d'angoisse et de sirènes de police, alors que son chauffeur enfreignait plusieurs règles de circulation. Lucas trouva Antoine en train d'arpenter la salle d'attente des urgences, son visage habituellement calme, marqué par l'inquiétude. « Des nouvelles ?» Antoine secoua la tête. « Ils font encore des tests. Le médecin a mentionné quelque chose à propos de complications possibles de pré-éclampsie. » Lucas s'effondra sur une chaise, ses jambes semblant soudain incapables de le soutenir. « C'est de ma faute. J'ai passé plus de temps au bureau ces derniers temps, à essayer de finaliser la fusion. J'aurais dû être là. » « Arrête. » La voix d'Antoine était ferme. « Ce n'est pas à propos de toi. La pré-éclampsie peut arriver à n'importe qui. Élodie a suivi toutes les instructions du médecin. Parfois, la grossesse s'accompagne simplement de complications. » Avant que Lucas ne puisse répondre, un médecin sortit de la zone de soins. La famille d'Élodie Dubois? Ils se levèrent immédiatement. Le visage du médecin était sérieux mais pas grave. L'état de Madame Dubois s'est stabilisé, mais nous sommes préoccupés par la progression des symptômes. Étant donné qu'elle est maintenant à 34 semaines, nous envisageons un accouchement précoce pour éviter d'autres complications. Un accouchement précoce? Lucas sentit le sang quitter son visage. Mais c'est trop tôt. Les bébés nés à 34 semaines s'en sortent généralement très bien, le rassura le médecin. Et nous lui donnerons des médicaments pour aider au développement des poumons du bébé. Pour l'instant, notre priorité est d'empêcher toute détérioration supplémentaire de l'état de Madame Dubois. « Pouvons-nous la voir ?» demanda Antoine. Le médecin hocha la tête. « Elle est en train d'être transférée à l'unité de maternité à haut risque. Une infirmière vous y emmènera bientôt. » Ils trouvèrent Élodie dans une chambre privée, entourée de moniteurs qui bipaient. Elle semblait petite et pâle contre les draps blancs de l'hôpital, mais ses yeux étaient clairs et alertes. « Je vais bien, » dit-elle avant que l'un d'eux ne puisse parler. Juste un petit contretemps. Lucas s'approcha de son lit, lui prenant la main sans réfléchir. À sa surprise, elle ne la retira pas. « Tu m'as fait peur », avoua-t-il doucement. « Bienvenue au club », tenta-t-elle de sourire. « J'étais terrifié. Mais le bébé va bien. Il surveille son rythme cardiaque en permanence maintenant. » Comme si c'était un signal, un bruit rapide et régulier remplit la pièce. Le battement de cœur de leur fille, fort et stable. Lucas sentit les larmes lui piquer les yeux à ce son. « Le médecin a mentionné un accouchement précoce », dit Antoine avec précaution. La main d'Élodie se resserra dans celle de Lucas. « Ils veulent le faire dans les 48 prochaines heures. Ils me donnent des stéroïdes pour ses poumons, juste pour être sûr. »« Tout ce dont tu as besoin », déclara Lucas fermement. « Les meilleurs médecins, des spécialistes, n'importe quoi. » Lucas. La voix d'Élodie avait une note d'exaspération familière, mais avec une chaleur sous-jacente. « L'argent ne peut pas tout régler. »« Non, » admit-il, « mais il peut s'assurer que vous avez tous les deux les meilleurs soins possibles. S'il te plaît, laisse-moi faire au moins ça. » Élodie étudia son visage un long moment, puis hocha la tête. « D'accord, mais j'ai des conditions. Tout ce que tu veux. Je veux que tu sois ici, » dit-elle doucement. « Pas au bureau, pas à gérer la fusion. Ici. Si notre fille arrive plus tôt, je dois savoir que tu ne vas pas la manquer à cause d'une réunion d'affaires. »« La fusion peut attendre, » déclara Lucas sans hésitation. « Je vais appeler Philippe tout de suite et lui dire de s'en occuper. » Antoine leva un sourcil. Le grand Lucas Dubois déléguait une fusion à $1 milliard. « Qui es-tu et qu'as-tu fait de mon beau-frère ?»« Il apprend, » murmura Élodie, ses yeux ne quittant pas le visage de Lucas. Lentement mais sûrement. Une infirmière entra avec des médicaments pour la perfusion d'Élodie. « Cela aidera pour la tension artérielle, » expliqua-t-elle. « Essayez de vous reposer, les prochains jours seront difficiles. » Alors que les yeux d'Élodie commençaient à se fermer, Lucas s'installa dans le fauteuil à côté de son lit, tenant toujours sa main. Antoine les observa un moment, puis se dirigea vers la porte. « Je vais prévenir maman et papa de ce qui se passe, » dit-il. « Et Lucas ? Prends soin de ma sœur. »« Toujours, » promit Lucas. Quand ils furent seuls, Élodie parla sans ouvrir les yeux. « J'ai peur. » Cette admission, si calme et vulnérable, brisa le cœur de Lucas. « Je sais, mais je suis là. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. »« Comme avant, » murmura Élodie, le sommeil commençant à la gagner. « Comme nous le ferons. Désormais, » corrigea doucement Lucas.
Il la regarda sombrer dans un sommeil agité, les moniteurs affichant un rythme régulier de 2 battements de cœur, la mère et l'enfant, tous deux précieux, tous deux en danger. Lucas avait affronté d'innombrables crises professionnelles, mais rien ne l'avait jamais rendu aussi impuissant qu'en cet instant. Son téléphone vibra. Philippe, probablement pour parler de la fusion. Lucas l'éteignit sans vérifier. Élodie avait raison, certaines choses ne pouvaient pas être réglées avec de l'argent ou du sens des affaires. Parfois, tout. Ce qu'on pouvait faire, c'était être présent, rester fort et prier pour que cela suffise. Dehors, derrière la fenêtre de la chambre d'hôpital, le soleil se couchait sur le marais, peignant le ciel de nuances roses et dorées. Lucas se souvint d'un autre coucher de soleil, des années auparavant, quand lui et Élodie avaient parlé pour la première fois d'avoir des enfants. Ils étaient si jeunes, si pleins de rêves et de projets. Il lui avait promis à l'époque qu'il serait toujours là quand elle aurait besoin de lui. Il avait fallu frôler la perdre pour lui rappeler cette promesse. Maintenant, en la regardant dormir, en écoutant les battements de cœur de leur fille, Lucas fit un nouveau vœu, un vœu qu'il comptait tenir pour le reste de sa vie. Les 36 heures suivantes passèrent dans un flou de termes médicaux, de consultations inquiètes et de surveillance constante. Lucas ne quitta pas le côté d'Élodie, sauf lorsque c'était absolument nécessaire, dormant par à-coups dans le fauteuil inconfortable de l'hôpital. Il apprit à lire les différents moniteurs, alertant les infirmières au moindre changement dans la tension artérielle d'Élodie ou le rythme cardiaque du bébé. Les parents d'Élodie arrivèrent de Boston, apportant avec eux une énergie nerveuse qui remplit la petite chambre d'hôpital. Sa mère, Marie, jeta un regard à Lucas et surprit tout le monde en l'attirant dans une étreinte serrée. « Merci d'être là », murmura-t-elle. « Merci d'avoir pris les choses en main. » Le père d'Élodie, Pierre, était plus réservé, mais Lucas le vit hocher la tête avec approbation lorsqu'il délégua un autre appel professionnel crucial à Philippe. En fin d'après-midi du 2e jour, le médecin d'Élodie les réunit tous pour une réunion familiale. Les médicaments ne contrôlent pas la tension artérielle aussi bien que nous le souhaiterions, expliqua-t-elle. Nous devons procéder à l'accouchement demain matin. La pièce tomba dans le silence. Élodie chercha la main de Lucas et il la serra doucement. « Quels sont les risques ?» demanda Pierre, son esprit de professeur exigeant tous les faits. Le médecin fut honnête, mais rassurant. « Il y a toujours des risques, avec un accouchement prématuré, mais 34 semaines, c'est relativement mature. Les stéroïdes ont eu le temps d'agir sur les poumons du bébé. Notre principale préoccupation est de gérer la tension artérielle d'Élodie pendant l'intervention. Aura-t-elle besoin d'une chirurgie ? La voix de Marie tremblait. Nous prévoyons une césarienne, oui, c'est plus sûr dans cette situation. Le médecin se tourna vers Élodie. Avez-vous des questions ? La voix d'Élodie était ferme, bien que Lucas sentît sa main trembler dans la sienne. Combien de temps devra-t-elle rester en néonatologie ? Cela dépend de son développement, mais généralement, les bébés à 34 semaines ont besoin de 2 à 4 semaines de soins spécialisés. Elle devra démontrer une respiration stable, une bonne alimentation et une prise de poids régulière avant de rentrer à la maison. Après le départ du médecin, la pièce resta silencieuse, à l'exception du bip régulier des moniteurs. Les parents d'Élodie sont allés appeler les proches et organiser des séjours prolongés à Paris. Antoine a pris en charge la mise à jour des amis d'Élodie et a arrangé pour que quelqu'un vérifie son appartement. Quand ils furent enfin seuls, Élodie se tourna vers Lucas. « J'ai besoin que tu me promettes quelque chose. N'importe quoi. Si quelque chose arrive pendant l'opération, commença-t-elle. « Rien n'arrivera, interrompit Lucas avec fermeté. « Écoute-moi, insista Élodie. Si tu dois choisir, choisis-la. Promets-moi que tu choisiras notre fille. » Lucas sentit son monde basculer. Élodie ne. « Promets-le-moi, répéta-t-elle. Elle doit passer en premier. Toujours. » Lucas plongea son regard dans ses yeux, y voyant la même détermination qui l'avait fait tomber amoureux d'elle des années auparavant. « Je te le promets, murmura-t-il. Mais rien n'arrivera. Vous allez toutes les deux bien. » La main libre d'Élodie se posa sur son ventre. « Parle-lui, s'il te plaît. Elle est toujours plus calme quand elle entend ta voix. » Lucas se pencha près du ventre d'Élodie, sa voix chargée d'émotion. « Hé, petite, demain sera un grand jour. Ta maman et moi avons hâte de te rencontrer, mais nous avons besoin que tu sois forte, d'accord ? Vous devez toutes les deux être fortes. » Le bébé bougea,
une ondulation visible sous la robe d'hôpital d'Élodie. Malgré tout, Élodie sourit. Elle reconnaît la voix de son papa. Le mot « papa » frappa Lucas comme une force physique. Toutes ces semaines de préparation, de rendez-vous chez le médecin, de vitamines prénatales et de préparation de la chambre d'enfant. Et pourtant, cela n'avait pas semblé tout à fait réel jusqu'à ce moment. Demain, il serait père. Demain, leur fille serait là. « Je pensais à des noms », dit doucement Élodie. Ils n'avaient pas encore discuté de noms, ayant tous deux l'impression que c'était une conversation trop intime pour leurs limites soigneusement maintenues. Mais maintenant, avec 2 mains qui approchaient, ces limites semblaient moins importantes. « Dis-moi », encouragea Lucas. « Je pensais. Espérance. » La voix d'Élodie était calme, mais assurée. Parce que c'est ce qu'elle est, n'est-ce pas? Même quand les choses étaient au pire, quand je pensais que notre mariage était fini, quand j'essayais de comprendre comment faire ça seule, elle m'a donné de l'espoir. « Espoir », répéta Lucas, testant le nom. « Espoir Dubois, c'est parfait. »« Espoir Marie Dubois », corrigea Élodie. « D'après ma mère. Si ça te va. » Lucas sentit des larmes lui piquer les yeux. « Ça va plus que bien. C'est exactement ce qu'il faut. » Une infirmière entra pour vérifier les constantes d'Élodie et ajuster ses médicaments. « Essayez de vous reposer, » conseilla-t-elle. « Demain sera un grand jour. » Après son départ, Élodie se tourna vers Lucas. « Tu devrais rentrer chez... Toi aussi, prends un vrai repos avant demain. »« Je ne pars pas. » « Lucas, non, » dit-il fermement. « J'ai manqué trop de moments importants. Je ne vais pas rater celui-ci. Je reste ici. » Élodie resta silencieuse un long moment. « Je suis contente que tu sois là, » admit-elle enfin. « Pas seulement maintenant, mais ces dernières semaines. Tu m'as prouvé que j'avais tort sur tant de choses. »« J'avais beaucoup à prouver, » dit Lucas doucement. « À toi, à moi-même, et je n'ai pas fini de le prouver. Je sais. » Les yeux d'Élodie s'alourdissaient sous l'effet des médicaments et de la fatigue. « Mais tu es sur la bonne voie. » Alors qu'elle s'endormait, Lucas maintint sa veille, une main tenant la sienne, l'autre reposant doucement sur son ventre, où leur fille, espoir, continuait ses mouvements délicats. Demain apporterait des défis et des peurs, de la joie et des possibilités. Mais pour l'instant, dans le calme de la chambre d'hôpital, Lucas ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. La paix. Il était exactement là où il devait être, avec exactement la personne avec qui il devait être. Tout le reste, l'entreprise, la fusion, les obligations sociales, n'était que du bruit de fond. Son monde s'était réduit à cette chambre, à ses battements de cœur, à ce moment. Et pour la première fois de sa vie, c'était plus que suffisant. Le matin de la césarienne se leva clair et lumineux, le soleil estival filtrant à travers les fenêtres de l'hôpital. Lucas regarda l'équipe médicale préparer Élodie pour l'opération, son cœur battant malgré le calme et l'efficacité des médecins et infirmières autour d'eux. « Monsieur Dubois », une infirmière s'approcha de lui avec une tenue chirurgicale. « Si vous voulez être dans la salle d'opération, vous devrez mettre ça. » Les yeux d'Élodie croisèrent les siens. « Tu n'es pas obligé. Essaie de m'en empêcher, » dit-il doucement en prenant les vêtements de chirurgie. Quelques minutes plus tard, il était assis à côté de la tête d'Élodie dans la salle d'opération, tenant sa main tandis que l'anesthésiste expliquait la procédure. L'équipe chirurgicale se déplaçait avec une précision rodée, leurs voix calmes et professionnelles alors qu'ils se préparaient pour l'accouchement. « Vous allez sentir une certaine pression, » avertit le médecin à Élodie, « mais pas de douleur. Serrez simplement la main de Lucas si vous êtes mal à l'aise. » Lucas sentit la main d'Élodie se resserrer alors que la procédure commençait. Il caressa ses cheveux, murmurant des mots d'encouragement, essayant de la garder concentrée sur lui plutôt que sur l'activité derrière le drap chirurgical. « Parle-moi », chuchota Élodie, sa voix tremblant légèrement. « Distrais-moi. »« Tu te souviens de notre premier rendez-vous » commença Lucas, les souvenirs lui revenant facilement. « Ce terrible restaurant français où j'ai essayé de t'impressionner, et tu as fini par suggérer qu'on prenne des hot-dogs chez le vendeur de rue à la place ?» Le rire d'Élodie était tremblant mais authentique. « Tu étais tellement choqué quand je t'ai fait sortir de ce restaurant 5 étoiles. Mais c'était les meilleurs hot-dogs que j'ai jamais mangés, » sourit Lucas. « C'est à ce moment-là que j'ai su que tu étais différente, spéciale.
Tu ne te souciais pas d'impressionner les gens ou de maintenir les apparences. Tu voulais juste être toi-même. Beaucoup de choses ont changé depuis, dit Élodie d'une voix nostalgique. Certaines choses non, serra Lucas sa main. Tu es toujours la personne la plus authentique que je connaisse, la plus honnête, la plus sincère. J'ai juste perdu de vue à quel point c'était précieux. Pression importante maintenant, avertit le médecin, interrompant leur conversation. La main d'Élodie se resserra autour de celle de Lucas. Il pouvait sentir qu'elle tremblait. « On y est presque », dit le médecin de manière encourageante. « Papa, prépare-toi à rencontrer ta fille. » Les moments suivants furent un flou d'activité et d'émotion. Puis, soudain, un cri puissant remplit la salle d'opération. Leur fille, annonçant son arrivée au monde. « Elle est là », annonça le médecin. « Petite mais costaude. Écoutez ses poumons. » Lucas se leva pour jeter un coup d'œil par-dessus le drap chirurgical et son cœur s'arrêta. Elle était là, minuscule, le visage rouge et absolument parfaite. Les infirmières l'enveloppèrent rapidement dans une couverture et, à sa surprise, la lui apportèrent directement. « Voilà, papa », dit l'une d'elles doucement. « Soutenez sa tête. C'est ça. Emmenez-la rencontrer maman. » Lucas n'avait jamais tenu quelque chose d'aussi petit, d'aussi précieux. Il retourna prudemment aux côtés d'Élodie, berçant leur fille près d'elle pour qu'elle puisse la voir. « Espoir », chuchota Élodie, les larmes coulant sur son visage. « Oh, Lucas, elle est magnifique, comme sa mère. » La voix de Lucas trembla alors qu'il tenait leur fille suffisamment près pour qu'Élodie puisse embrasser son front. L'heure suivante passa dans un tourbillon de procédures médicales et de vérifications. Hope, bien que petite avec un peu plus de 2 kilos, était étonnamment forte. Ses poumons fonctionnaient bien, même si elle aurait besoin de passer un peu de temps en néonatologie pour se développer complètement. « Tu as été incroyable », dit Lucas à Élodie, alors qu'ils l'installèrent dans sa chambre de réveil. Hope avait été emmenée en néonatologie, mais on leur avait promis que les parents pourraient lui rendre visite dès qu'Élodie serait stable. « Nous avons été incroyables », corrigea doucement Élodie. « Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. » Les mots planèrent entre eux, lourds de sens. Avant que Lucas ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et leur famille déferlèrent. Les parents d'Élodie, Antoine et sa femme, et même la sœur habituellement distante de Lucas, qui avait fait le voyage depuis la Californie. « Comment ? Ça va notre petite fille ?» demanda Marie avec impatience. « Parfaite », répondirent Lucas et Élodie à l'unisson, avant d'échanger un sourire. Alors que leur famille se pressait autour d'eux avec des félicitations et des questions, Lucas remarqua qu'Élodie luttait pour garder les yeux ouverts. Les médicaments et l'épuisement commençaient à la rattraper. « Bon, tout le monde », annonça-t-il fermement. « La nouvelle maman a besoin de repos. Vous pourrez tous revenir plus tard. » À sa surprise, personne ne contesta. Au lieu de cela, ils sortirent un à un en promettant de revenir plus tard, laissant Lucas et Élodie seuls. « C'était très autoritaire », murmura Élodie, somnolente. « Très PDG. Je protège simplement ce qui compte », répondit Lucas doucement. Les yeux d'Élodie s'ouvrirent complètement à ces mots, scrutant son visage. « Tu as vraiment changé. »« Pas changé », corrigea Lucas. « Juste, je me suis rappelé qui je voulais être. Celui que tu as toujours vu en moi. » Il marqua une pause, rassemblant son courage. « Élodie, je sais que nous avions convenu que ce n'était qu'une question de coparentalité, mais... » « Chut !» Élodie posa un doigt sur ses lèvres. « Pas maintenant. Restons simplement... ici dans ce moment, avec notre fille. Le reste, on verra plus tard. » Lucas hocha la tête, prenant sa main et déposant un baiser sur sa paume. « Repose-toi. Je vais aller voir Hope, m'assurer qu'elle s'installe bien. Promets-moi de me réveiller si quelque chose change. »« Promis », assura Lucas. « Dors, mon amour. Nous serons tous les deux là quand tu te réveilleras. » Alors qu'Élodie s'endormait, Lucas resta un moment à la regarder. Puis il se dirigea vers la néonatologie, où leur fille l'attendait. Il avait 2 cadeaux précieux à protéger désormais, 2 cœurs à garder, 2 vies à chérir. Et cette fois, il n'oublierait pas ce qui comptait le plus. 3 mois plus tard, Lucas se tenait dans le petit appartement de Montreuil d'Élodie, emballant soigneusement les derniers objets dans des cartons. Hope, maintenant un bébé en bonne santé et plein de vie, dormait paisiblement dans son porte-bébé, ses petites mains serrées en poing. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu me laisses faire ça, »
dit-il en regardant Élodie étiqueter un autre carton de son écriture soignée. « Eh bien, tu as présenté un argument convaincant ?» sourit Élodie, tendant la main pour ajuster la couverture de Hope. « Et cet endroit devient un peu étroit pour nous tous ?» Le « nous tous » fit bondir le cœur de Lucas. Les 3 derniers mois avaient été un voyage progressif de guérison et de redécouverte. Après la sortie de Hope de la néonatologie, Lucas avait pratiquement emménagé dans l'appartement d'Élodie, dormant sur le canapé pour aider au biberon de nuit et aux pleurs du petit matin. Quelque part en chemin, les murs entre eux avaient recommencé à s'effriter. Pas d'un coup, mais dans de petits moments. Des rires partagés lors du premier sourire de Hope, des conversations tranquilles pendant les biberons nocturnes, la manière, inconsciente, dont ils avaient appris à se déplacer l'un autour de l'autre dans ce petit espace. « Tu es sûr de toi ?» demanda Lucas à nouveau, ayant besoin d'être certain. Le Pentouse a beaucoup de souvenirs. Des bons et des mauvais, reconnut Élodie. Mais peut-être qu'il est temps d'y créer de nouveaux souvenirs. De meilleurs. Elle fit une pause, regardant autour de l'appartement. En plus, autant que j'aime cet endroit, il m'a appris ce que je devais apprendre. Que je pouvais me débrouiller seul, que je pouvais construire une vie pour moi et Hope. Mais maintenant, je pense que nous pouvons peut-être construire quelque chose ensemble. Quelque chose de réel, cette fois. Lucas posa le carton qu'il tenait et se rapprocha d'elle. « Je t'aime », dit-il simplement. « Je n'ai jamais arrêté, même quand j'ai oublié comment le montrer. » Les yeux d'Élodie brillèrent de larmes. « Je sais, je t'aime aussi. J'avais juste besoin de savoir que tu pouvais redevenir l'homme dont je suis tombée amoureuse. Celui qui voyait plus dans la vie que des affaires et un statut social. Je le vois maintenant, » l'assura Lucas. « Chaque matin, quand je me réveille avec le sourire de Hope, chaque fois que je te regarde avec elle, chaque moment que nous passons ensemble, c'est ce qui compte. Tout le reste n'est que des détails. » Hope bougea dans son porte-bébé, émettant les petits bruits qui précédaient généralement un réveil complet. Les 2 parents se précipitèrent instinctivement à ses côtés, mais elle se calma avec juste une caresse de la main d'Élodie. « Elle grandit tellement », s'émerveilla Lucas. « Je n'arrive pas à croire à quel point elle a changé en seulement 3 mois. »« Nous avons tous changé, » dit doucement Élodie. « Pour le mieux, je pense. » Lucas hocha la tête, se souvenant de cette nuit au jardin étoilé qui semblait remonter à une éternité. « Tu sais ce qui est drôle? Je croyais avoir tout sous contrôle. Mon entreprise, ma vie, mon avenir. Puis je t'ai vue ce soir-là enceinte et travaillant si dur, et tout mon monde s'est renversé. Mais maintenant, je réalise que c'est à ce moment-là que les choses ont enfin commencé à se remettre à l'endroit. » Marie se blottit contre lui, et Lucas enroula son bras autour de sa taille. « Nous avons encore du travail à faire, lui, » rappela-t-elle. « Ce n'est pas une fin de conte de fées. »« Non, » admit Lucas, « c'est mieux, c'est réel, et je vais passer chaque jour à m'assurer que toi et Émilie savez à quel point vous êtes précieuses pour moi. » Émilie choisit ce moment pour se réveiller complètement, son petit visage se plissant avant de s'illuminer d'un sourire qui faisait toujours fondre Lucas. Il la souleva du porte-bébé, la serrant contre lui, tandis que Marie enlaçait tous les 2. Debout dans l'appartement où il avait appris ses leçons les plus précieuses sur l'amour et la famille, Lucas ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Le voyage qui avait commencé par une rencontre fortuite dans un restaurant les avait menés ici, non pas à une fin, mais à un nouveau commencement. « Prêt à rentrer à la maison ?» demanda-t-il doucement. Marie sourit, regardant leur fille, puis revenant vers lui. « Nous sommes déjà à la maison, » dit-elle. « La maison, c'est là où nous sommes ensemble. » Lucas déposa un baiser sur sa tempe, puis un autre sur le front d'Émilie. Dehors, le quartier de Montreuil vibrait de son énergie habituelle. L'odeur du curry venant d'en bas, le son des enfants jouant dans la rue, le grondement lointain du métro. C'était un monde à des années-lumière du luxe qu'il avait autrefois jugé essentiel, mais cela lui avait offert quelque chose de bien plus précieux, une seconde chance en amour, en famille, en la vie elle-même. Alors qu'ils transportaient les dernières boîtes jusqu'à la voiture qui les attendait, Lucas aperçut leur reflet dans une vitre. Marie tenant Émilie, lui portant leurs affaires, tous les 3 ensemble. Ce n'était pas la vie qu'il avait, planifiée, mais c'était infiniment mieux que tout ce qu'il aurait pu imaginer cette nuit-là au jardin étoilé. C'était son véritable empire, réalisa-t-il. Pas les bâtiments qui portaient son nom ou les affaires qui faisaient la une des journaux, mais cette petite famille
qui lui avait appris la véritable signification du succès. Et cette fois, il n'oublierait jamais ce qui comptait le plus. « Rentrons à la maison », dit-il, et ensemble ils marchèrent vers leur avenir, plus forts grâce au voyage qui les avait menés ici et prêts pour toutes les aventures à venir.